On va partir là-dessus. Et je vais prendre mes marques également. Hop. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Le temps que je me règle, parce que ça disparaît dans tous les sens. J'ai des fenêtres qui apparaissent entre les deux écrans. J'ai juste besoin d'avoir un petit peu de retour et ça sera beaucoup plus simple. J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas certain que vous soyez en capacité de me voir du coup, tel que c'est affiché. Donc, je vais essayer de passer le moins de temps possible également donc, sur les différents slides. Pour ceux qui découvriraient, je m'appelle Gauthier Eloco. Mon métier, c'est de la facilitation, c'est le fait d'organiser des ateliers collaboratifs, craquer des problématiques qui sont généralement assez lourdes et assez costauds. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Co-Design It et qui tourne très bien, et cofondateur d'une association qui s'appelle EduVoices, qui est une association qui vient travailler les pratiques pédagogiques, donc les échanges de pratiques pédagogiques entre enseignants. Et en ce moment, c'est très mobilisé. Je dirais qu'on est en première ligne. Je ne serai pas tout seul, en fait. Il y a aussi une question de binôme derrière ces ateliers. Je serai avec Guillaume Danel, qui est facilitateur graphique. Donc voilà, vous pouvez voir ses dernières productions. Donc, il est également membre de Co-Design It, collectif d'indépendants. Et ce que ça a pu nous amener sur les derniers webinaires, ce sont ces différents éléments. Hop. Et je vais remettre. Tac. Et donc, voici ce que vous avez pu voir sur le webinaire ennui et créativité. Et le deuxième qui avait lieu donc il y a 2 semaines, 4 exercices pour travailler sa créativité et ce sur quoi on avait pu travailler. Merci pour vos retours sur le fait que vous me voyez. Je me sens moins seul et face à un écran qu'en plein écran. L'interface est totalement nouvelle pour moi, donc je vais faire en sorte que ça soit le plus fluide possible. On y est. Alors la minute de comment est-ce que ça fonctionne Livestorm, je ne vous la fais pas, parce qu'aujourd'hui on n'est pas sur Livestorm, on découvre Zoom, et je le découvre dans sa fonction de webinaire en même temps que vous. Donc moi, je n'ai pas la possibilité de vous voir en vidéo, vous avez la possibilité de me voir et de voir mon écran. Mais voilà, voilà comment fonctionnait Livestorm, un chat, des questions, un sondage. Zoom reprend les mêmes fonctionnalités. Donc, vous avez la possibilité, dans la partie conversée, d'amener une conversation, d'être en rebond. Le but, c'est vous pouvez parler directement aux conférenciers et aux participants. Donc là, on est, comme on dit, sur un test and learn tous ensemble. Et du coup, vous avez aussi la possibilité, si je me trompe, de venir poser des questions directement sur le Q&A, les questions-réponses. Et dans ce cas-là, écoutez, j'essaierai de pouvoir y répondre. Je vais regarder aussi comment est-ce que je peux y avoir accès. J'ai aussi la possibilité de vous pousser des sondages. On reviendra éventuellement là-dessus un peu plus tard. Là, sur le point technique, c'est juste pas le bon moment. On va s'intéresser au fond et au fait qu'on puisse faire des trucs hyper intéressants et tenir le créneau temporaire de 19h30. Le bouquin, encore un putain de bouquin sur la créativité, c'est le livre qui a eu la bonne idée de sortir en même temps que le Covid, tout du moins dans sa version française. Je parle du Covid. Et donc, du coup, là, ce qui va être intéressant que l'on vienne retravailler, c'est de pouvoir voir directement, vous parler de comment est-ce qu'on vient travailler la notion d'idée lorsque on vient… Alors, excusez-moi, je me reprends parce que là, je vois des écrans qui arrivent de partout. Donc oui, je vois vos questions arriver. Du coup, j'ai 5 fenêtres qui viennent en pop-up dans mes yeux. Un test and learn un peu violent et tout va bien. Ce que je voulais vous dire par rapport au livre, c'est de se dire, moi, je l'ai créé, je l'ai écrit avec une notion qui était de se dire que la créativité, c'est autre chose que des techniques. On en a déjà parlé il y a 2 semaines, mais ce qui est intéressant, c'est le mouvement qu'on amène autour des idées. Aujourd'hui, lorsqu'on va parler du test et des feedbacks, c'est de se dire comment est-ce qu'on va garder du mouvement autour des idées lorsqu'on commence à avoir des idées de solutions. Comment est-ce qu'on va les tester? Comment est-ce qu'on va récupérer du feedback? Ce qui est hyper important, au-delà du fait de proposer des idées, c'est comment est-ce que vous allez être en capacité de les amener en mouvement et de les faire progresser. Et le test et le feedback sont absolument essentiels. Et on va voir comment on peut faire en sorte que le test et le feedback soient des moments qui soient hyper créatifs pour pouvoir rebondir et améliorer. Parce qu'il y a quelque chose qui est hyper important, c'est vous avez une idée qui émerge, vous commencez à produire un petit peu, ce qui est juste
nécessaire, c'est de maintenir cette dynamique. Donc, comment est-ce que vous êtes en capacité de la maintenir? Comment est-ce que vous allez nourrir cette idée pour qu'elle puisse grandir, 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 grandir et se transformer en projet? Et du coup, j'en arrive à cette phrase philosophique pour démarrer par une citation. Si on mettait en lumière les brouillons autant que les chefs-d'œuvre, on oserait davantage. Ça aurait pu être une citation de Léonard de Vinci, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Moi, c'est une phrase sur laquelle je m'appuie souvent pour vraiment expliquer le processus créatif. Aujourd'hui, vous voyez un livre qui est terminé, vous voyez des produits finis tout autour de vous, que ce soit des paquets de céréales, des téléphones. Bref, on est habitué à être dans un monde qui est super propre, super clean. On voit les produits finis, mais on voit rarement le processus de brouillon qu'on a derrière. Et en fait, tout ce qui nous entoure est passé par un processus de brouillon. C'est hyper important, en fait, de le rappeler. Ça peut être votre t-shirt, votre pull, la table sur laquelle vous avez posé votre ordinateur pour ce soir, le verre, une tasse, et même les sketchs des humoristes passent par des logiques de brouillon. Et c'est hyper important de remettre ça en perspective, tout simplement parce que lorsqu'on se remémore le processus de progression entre l'idée et sa réalisation, il y a forcément des étapes de test et de feedback. C'est absolument essentiel pour que ça puisse prendre forme, tout simplement. Et donc, plus vous allez être en capacité de prendre conscience en fait des brouillons qu'il y a derrière chaque objet, chaque élément, plus vous allez être à même de comprendre la logique de test et de feedback et de l'importance lorsqu'on veut donner corps et mettre en forme des idées. Ce soir, on va s'arrêter donc en 4 petits temps. On va s'arrêter sur la différence entre les idées et les personnes. On va se poser la question aussi des tests et du processus créatif. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux pour bien comprendre la notion de test et en faire un moment qui soit hyper productif? On va se poser la question de faire des tests en solo ou avec les autres. Quelles sont les différences de posture qu'on va avoir? Et puis, on va s'arrêter sur 2-3 exemples sur de la pratique. Je ferai en sorte à ce moment-là de pouvoir connecter mon iPad sur Zoom, trouver le petit tuto en moins d'une minute pour que ce soit hyper simple. Et puis après, donc derrière, on va pouvoir aller un peu plus loin et se poser la question de comment est-ce que vous allez aussi pouvoir utiliser ces petits outils. Et on est parti. Premier point sur les idées et les personnes. Alors, c'est des illustrations qui sont issues du bouquin. Il y a une première nécessité par rapport à la notion de test et de feedback, et elle est assez gnangnan, je vous l'accorde, mais en fait, c'est distinguer la personne de l'idée. Je bosse notamment avec des intrapreneurs. Lorsqu'ils commencent à avoir un projet qui prend forme dans les entreprises, il y a la problématique de « Ah, mais c'est mon idée, c'est cool, c'est la mienne, c'est chouette ». Il y a la fierté, ce qu'on va appeler de la maternité ou la paternité autour des idées. Et en fait, tout simplement, il y a foncièrement un attachement qui va se faire entre la personne et entre l'idée. Ça, c'est représenté sur la partie de gauche que vous voyez au niveau de l'écran. On va parler de géniteur ou de génitrice, quelqu'un qui va être attaché à son idée. Et de l'autre côté, en fait, c'est une posture qui va être beaucoup plus neutre. C'est la posture qui va être davantage détachée, qui est la posture de porteur projet. Ce qu'il faut comprendre, j'insiste, entre les deux dessins, c'est que vous en avez un, l'ampoule, elle a pris la tête directement de la personne, en sens propre comme figuré parfois. Ce qu'il faut, c'est de se dire que toute idée ou toute forme d'entreprise, elle est foncièrement extérieure à l'individu qui la génère et aux individus qui la génèrent s'il s'agit d'une entreprise qui peut être collective également. Mais lorsque vous allez recevoir des tests ou du feedback, c'est hyper important de faire le distinguo entre la personne et le projet. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué, de toute manière, de se détacher à 100% de son idée. Il y a forcément un peu de vous à l'intérieur, mais lorsqu'on va mettre l'idée, le projet sur la table et qu'on va commencer à mettre des critiques, on verra ensuite comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elles soient constructives, eh bien, on va avoir aussi l'impression que c'est sa propre personne qui va être jugée. Et à partir du moment où c'est l'ego qui est gratté plus que le projet, on est foncièrement en train de perdre en qualité de signal qui est amené lors du feedback. Donc, plus on fait le distinguo entre les deux, plus c'est simple. Et j'insiste, ce dessin, il peut vous paraître super simple et super con, mais à chaque fois que je l'ai fait, ça a bien fonctionné. C'est-à-dire que la notion de détachement. Dans la création de structures juridiques et d'entreprises en France, on parle de création de personnes morales.
lorsque on vient créer une société. C'est dire qu'il s'agit d'une personne qui est distincte de soi. C'est une autre personne. Et c'est surtout donc du coup hyper important d'amener le distinguo entre l'idée et la personne. Et c'est encore plus essentiel si vous êtes manager dans une organisation publique ou privée, peu importe, d'amener ce distinguo lorsque vous amenez des temps de feedback. Si je disais à ma mère que j'aime pas ses plats, en fait, elle peut très bien le prendre très personnellement. C'est un exemple tout con. Mais c'est compliqué de se détacher de ce qu'on a soi-même produit. C'est aussi simple que ça. Et donc, plus vous allez amener cette distance et ce dessin, plus vous allez le figurer, plus ça va être simple en fait d'amener de la neutralité et de l'objectivité. Donc ça, c'était les 5-10 minutes gnangnan sur un rapport qui est relativement simple. Mais tout d'abord, par rapport aux tests et feedback, vous ne pouvez pas en recevoir ou en donner si vous n'avez pas ça de manière très claire en tête. Le deuxième point, c'est autour du test et du processus créatif. Alors, hop. Sur le test et le processus créatif, en fait, vous avez une base qu'on retrouve en fait sur toutes les approches de test. Si vous avez déjà travaillé sur des logiques de design thinking, in startup, etc., vous allez retrouver ces 3 étapes de manière ultra simple. On parle de construire quelque chose, de le mesurer, puis ensuite d'en sortir des apprentissages. Cette boucle, c'est la boucle la plus centrale, en fait, qui est la boucle la plus centrale que vous avez là-dessus. Alors, excusez-moi, mais par contre, tout ce qui est questions-réponses, il y a une logique Q&R, parce que je ne pourrais pas répondre dans les questions du chat en conversation, parce que là, j'ai 4 yeux qui se baladent un petit peu partout. Je vais essayer de ne pas faire une crise d'épilepsie sur la fin. Donc, le chat pour les interactions entre vous, et vous avez le Q&R pour des questions que vous souhaiteriez poser ou faire remonter et auxquelles je pourrais répondre directement. Cette boucle construire, mesurer, apprendre, je vous la simplifie sur ces 3 petites étapes. On pourrait la complexifier, la compléter un peu plus. C'est la base en fait de tout le système d'apprentissage que vous retrouvez directement chez chaque être humain. C'est tout con. Construire, c'est je tente un truc, hop, je vais mesurer finalement si ça marche ou si ça ne marche pas. Et ensuite, sur la logique de apprendre, quand ça marche, ça ne marche pas, je vais pouvoir en sortir un apprentissage qui va me permettre en fait de construire et d'amener une deuxième version. Ça, vous le retrouvez à peu près partout, dans tout système d'apprentissage, que ce soit l'enfant qui est en train d'apprendre à marcher, qui tente une façon de poser son pied, qui mesure par rapport à la logique d'équilibre, qui en fonction de s'il a réussi à maintenir son équilibre ou qu'il n'est pas tombé par terre, qui ne s'est pas fait mal, a des signaux positifs, des formes d'apprentissage qui lui permettent d'emmagasiner le fait que c'est comme ça qu'il doit pouvoir poser son pied. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si vous reprenez ça sur quelque chose qui est encore plus commun, c'est-à-dire par exemple la cuisine, vous êtes en train de faire même un plat de pâtes en fait. Vous construisez un plat de pâtes, vous allez mesurer le fait que la cuisson elle est bonne ou pas, donc vous allez goûter. Vous avez toutes vos papilles gustatives et éventuellement votre langue qui est en train de se dire c'est pas assez cuit, on va le laisser, on a un apprentissage pour continuer. La même chose lorsque vous êtes en train d'assaisonner des plats. Vous construisez quelque chose, vous le mesurez et vous l'apprenez et vous le modifiez. Et pourquoi est-ce que je vous mentionne que c'est ici le plus difficile entre la construction et l'apprentissage? Tout simplement parce qu'il y a un distinguo temporel à faire. C'est hyper simple si vous êtes en train de faire du code informatique, de construire, mesurer, apprendre, parce que en fait, vous allez savoir très rapidement si les modifications de code que vous avez pu faire ont été bonnes ou pas. Vous pouvez tester très vite. Par contre, je vous donne un contre-exemple, ça pourra parler à certains d'entre vous. Je suis au collège et je suis en train de faire un exercice de géométrie. Je suis en 4e. Je crois qu'à ce moment-là, on se prend du Thalès en veux-tu, en voilà. Je travaille sur le théorème de Thalès. J'ai un examen qui arrive, qui est sur cette thématique-là, donc sur Thalès. Et la correction arrive en fait 3 ou 4 semaines plus tard. Donc en fait, j'ai construit, mon devoir est une forme de construction. La mesure est amenée par un enseignant qui vient corriger ou proposer des corrections, ou tout du moins noter. Donc j'ai un indicateur qui m'amène normalement une forme d'apprentissage. J'ai eu bon, je n'ai pas eu bon, et j'essaie de comprendre mon erreur. Et la problématique, en fait, elle est que si vous n'êtes pas en capacité
de très rapidement réutiliser votre apprentissage et le remettre en pratique, c'est-à-dire construire de nouveau, potentiellement votre apprentissage n'a aucune valeur et est perdu très très vite. Donc il y a une nécessité de rester dans la boucle en fait pour que le test ait du sens. Et donc c'est de se dire les apprentissages vont avoir de la valeur à partir du moment où vous allez pouvoir les réutiliser assez rapidement. Et donc c'est là que c'est le plus difficile, par exemple au niveau des maths, c'est-à-dire que si vous avez un apprentissage qui arrive 6 semaines ou 3 semaines même après la correction du devoir, et que vous n'êtes pas que vous avez changé finalement au niveau du programme et que vous êtes en train de faire des exercices de statistiques, admettons, eh bien, ce que vous avez, votre apprentissage de votre échec sur la géométrie ne va pas être réutilisé et donc il y a peu de chances que vous puissiez l'emmagasiner et être dans une logique d'amélioration continue. Et donc la temporalité, elle est absolument nécessaire. Gérald, j'ai vu ta question, je reviens là-dessus. Irène, je répondrai un peu plus tard. La temporalité, elle est hyper importante par rapport à la logique de test, c'est-à-dire que vous amenez vos tests de manière rythmée pour pouvoir assez rapidement réutiliser. Le test n'est jamais une finalité si vous voulez amener du mouvement au niveau de vos idées, c'est une étape pour reconstruire juste après. Et c'est essentiel. Le processus créatif, parce que l'idée est de vous faire un parallèle entre le test et le processus créatif. Le processus créatif, je vous le reprends très rapidement pour ceux qui n'auraient pas été là sur les 2 derniers webinaires. Ça, c'est le moyen mémotechnique de les garder en tête. C'est le moyen SWAF. S-O-I-F, S pour synthétiser, O pour ouvrir, I pour investiguer, F pour fermer, et de nouveau un S pour synthétiser. Ce sont des étapes qui sont chronologiques, qui sont centrales dans le processus créatif, mais aussi dans tout le processus de problématisation, d'apport de solutions, mais également dans les processus de recherche. Vous arrivez avec un point central qui est un point unique, intelligible, la synthèse. Vous allez ouvrir, amener des formes de propositions, investiguer, amener de la neutralité et du recul, pour ensuite mieux refermer et retomber sur vos pattes. Sur le Q&A, excusez-moi, mais je ne prendrai que des questions. Je ne peux pas prendre des remarques de suite, donc je vous demande juste de faire attention par rapport à la formulation pour que ce soit plus simple. Parce que je pourrais traiter que ce que je comprends, parce que je ne suis pas en capacité de venir vous interroger de manière orale. Le processus SWAF, là où c'est intéressant, c'est de se dire que vous allez le retrouver aussi dans la logique de test. La problématique que l'on a au niveau des tests, elle est que généralement, alors attendez, hop, les tests, généralement, en fait, on va les associer au fait qu'on vient refermer. On se dit, tiens, j'ai proposé des idées et du coup, le test, je vais le montrer à d'autres personnes qui vont m'aider à choisir ou qui vont m'aider à l'améliorer. Et on identifie le test et le feedback comme étant davantage des temps d'investigation et de fermeture. Et c'est là où on se trompe royalement dans la façon d'aborder le fait de tester et de recevoir du feedback. C'est là où on se plante de manière assez énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le test et le feedback, la façon de les voir de manière dynamique, c'est de les réintégrer dans le processus SWAF, mais d'en reprendre toute l'intégralité. Je vous reprends le même modèle par rapport au fait de construire, mesurer et apprendre. C'est de se dire, j'ai construit quelque chose et en fait, donc c'est mon point de synthèse à moi. Je vais ouvrir à des points de vue et d'une certaine manière, je vais récolter de la donnée, je vais récolter de la data, je vais récolter des avis. Puis je vais amener une certaine forme de distance pour amener de la mesure qui va m'aider ensuite donc à refermer par rapport à tout le feedback que j'ai pu recevoir et ensuite sortir des apprentissages. Si on comprend les tests comme étant directement un processus créatif à part, ça devient beaucoup plus simple pour pouvoir les mener. Et donc vous allez construire quelque chose, réouvrir, amener de la distance pour mesurer qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui en a moins, et refermer. Parce qu'une des problématiques du coup que l'on a, c'est qu'on a l'impression que le test, comme je vous le répète, vient investiguer et fermer. Or, les feedbacks que vous recevez sont une part de vérité et ne sont pas forcément tous bons. Un feedback n'est pas une vérité et c'est essentiel à intégrer tout de suite.
Ça, c'était sur les 2 premiers points par rapport aux idées et personnes et le fait de comprendre la logique de test comme étant un processus créatif à part. Et là, on va se poser la question de comment est-ce que ça fonctionne en solo et comment est-ce que ça vient fonctionner lorsqu'on le fait aussi directement avec les autres. Hop. Alors, je vois les productions, je fais un tout petit temps de pause. Je vois les productions qui arrivent de la part de Guillaume. On aura le temps d'aller les voir un tout petit peu plus tard. Et on aura le temps, je verrai, pour voir si on peut faire monter aussi Guillaume pour expliquer comment est-ce qu'il travaille le test. On en a parlé un tout petit peu en amont de ce webinaire. En solo, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, du coup, vu qu'on a dû finir un tout petit peu plus tôt par rapport aux problématiques techniques, je vous rajoute aussi une slide qui a été faite un petit peu à l'arrache. Alors, question d'Irène par rapport à ce qui émergeait juste avant, j'y reviens. Comment se blinder contre l'idée que le feedback n'est pas une vérité? Alors, Irène, pour répondre à cette question, comment se blinder contre l'idée que le feedback n'est pas une vérité? Tout simplement le fait d'en recevoir plusieurs. Un feedback, c'est une part de vérité, c'est quelque chose qui doit être confronté à d'autres critères qui sont plus objectifs. Si quelqu'un vous dit que c'est nul, et on reviendra un petit peu là-dessus, sur le contenu du feedback, vous ne pouvez pas foncièrement prendre ça comme une vérité, parce qu'à chaque fois que vous allez vous prendre un scud ou une gifle, vous n'allez jamais y retourner. Et ça, c'est la distinguo entre le fait qu'il y a certains feedbacks qui vont être démotivants et il y en a d'autres qui vont vous aider à avancer. Mais ça, on reviendra derrière. Donc, sur le fait de se blinder, pour comprendre que le feedback n'est pas une vérité, c'est bien faire le distinguo entre le fait que notre propre personne est différente du projet qu'on amène. Et donc, ça se travaille en amenant une forme de neutralité. Et on va regarder juste après, en fait, la logique d'exercice, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va aller chercher une diversité de feedback de manière un peu plus spontanée, de manière un peu plus forte, pour pouvoir justement aller plus vite sur les propres tests et faire en sorte qu'en fait, que les feedbacks soient traités différemment. Et je dirais un autre truc et astuce sur le fait de se blinder contre l'idée que le feedback, ce n'est pas une vérité. Il y a la nécessité, en fait, de trier les feedbacks. C'est-à-dire que quand il est reçu, on amène de la distance. Et pour revenir, c'est... Hop, on va y arriver. J'amène de la distance, donc je récupère du feedback, j'ouvre sur des points de vue, j'amène de la distance, je mesure, et là je dirais même je suis mesuré, c'est-à-dire tout ce qu'on vous dit n'est pas vrai. Et ensuite, je vais trier qu'est-ce qui est intéressant à l'égard de mon projet et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est absolument essentiel avant de pouvoir réatterrir. Et je reviens sur la partie sur le en solo. On va prendre un petit verre d'eau. Je m'excuse d'être un peu speed, je m'en rends compte, je me fais mon auto-feedback. C'est la montée en puissance sur un outil en direct, ça amène une autre forme de tension et je vous assure, j'ai 5 fenêtres qui sont ouvertes en même temps, histoire de pouvoir voir vos réactions et ça arrive. Et donc sur le en solo ou avec les autres, eh bien, on y arrive tout de suite puisque je l'ai démarré. En solo, lorsqu'on est sur le fait de pouvoir tester en feedback et essayer de se faire du propre feedback, en fait, on est sur une situation qui est relativement compliquée. Pourquoi? Ça demande une forme d'exercice dans le fait de rester dans la boucle. Et la question, en fait, que je pourrais vous poser, c'est est-ce que ça vous emmerdait de relire votre copie lorsque vous étiez en train de faire une rédaction de français ou de philosophie, admettons au bac? Le simple fait de la relecture, c'est une logique de test et finalement d'auto-feedback. Et la relecture, ça gratte, c'est un peu chiant. C'est une logique de jugement de soi-même. Et on retrouve également la même problématique lorsque des personnes se filment et ne veulent pas s'écouter. Ah, ça me dérange d'entendre ma voix. Qu'est-ce que c'est chiant. Non, j'aime pas ça.
En fait, ça, potentiellement, c'est que vous n'acceptez pas le fait de mesurer aussi, enfin, vous ratez une occasion de mesurer votre propre production en refusant de se relire, en refusant de s'écouter. Ça gratte, et donc en fait, en solo, c'est hyper compliqué de rester dans la boucle. Et donc, c'est important de trouver des temps pour s'arrêter, pour mesurer et tirer des apprentissages. De la même manière que lorsque vous envoyez un mail important à votre boss ou peu importe, à une personne qui est importante pour vous, vous écrivez, vous vous arrêtez, vous relisez, vous modifiez le texte et vous faites attention justement à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, vous tirez des apprentissages de votre version 1 de votre email pour pouvoir directement ensuite amener une modification. Et donc, plus en solo vous travaillez cette boucle-là, même si ça vous fait chier, j'ai pas d'autre mot, si ça vous emmerde, si ça vous gratte, parce que c'est absolument pas agréable, plus c'est simple en fait de travailler son propre esprit critique. Donc, on arrive au deuxième point, c'est travailler l'esprit critique. Et ensuite, travailler l'esprit critique, on va revenir dessus sur les exercices pratiques. Ça va être comment est-ce que lorsque je pose au milieu de ma table ma propre production, je suis à même de venir la questionner et à même potentiellement de venir la déformer. Ça reprend un exercice de créativité qu'on a fait il y a 2 semaines. Et on reviendra un petit peu là-dessus pour travailler différentes façons en fait, de le faire pivoter pour que ce soit plus efficace et en faire un outil à feedback. Et le troisième point, en fait, il est sur le fait de pouvoir se décentrer. Et se décentrer, c'est-à-dire, j'ai mes yeux de Gauthier lorsque je relis des passages de mon livre ou même un email. Potentiellement, si je me mets à la place de quelqu'un d'autre, quelle serait sa réaction? Et donc, c'est s'écarter de sa propre personne. Et l'image que vous pouvez avoir ici, elle est de se dire, OK, si je mets les lunettes, hop, allez, je mets des lunettes. Si je mets les lunettes de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il sera en capacité de voir? Quel serait son regard et qu'est-ce qu'il pourrait dire? Et plus vous allez amener cette logique empathique, plus ça va être simple aussi de travailler du feedback tout seul. Et à un moment, potentiellement, être solo, ça ne suffit pas et il faut pouvoir exposer son travail à d'autres personnes pour que le feedback puisse avoir du sens. Hop. Alors, Guillaume, je vois tes premières productions sur notre fenêtre parallèle sur WhatsApp, c'est cool. J'ai hâte de pouvoir vous les partager. On reviendra après. Et merci à toi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie en solo? Parce que je sais que ça arrive assez souvent. Et donc, n'hésitez pas à les faire remonter. Gérald, je m'excuse par rapport à tes questions de tout à l'heure. Je n'ai pas été en capacité de les prendre directement. Hop. Alors, se décentrer peut briser la spontanéité. Question de François. Alors, François, se décentrer peut briser la spontanéité. Oui, ça peut briser la spontanéité, mais vu que c'est plutôt conseillé de savoir faire une pause dans son travail pour amener de la distance et amener une logique de mesure, c'est important de ne pas être que spontané. Et donc, la spontanéité, elle peut amener des choses qui sont extrêmement positives, mais à partir du moment où on est en capacité de les évaluer comme étant positives, on saura prendre le bon et le moins bon par rapport à ce qui est spontané. Et donc, c'est important, je dirais même, de savoir, lorsqu'on est dans une forme de spontanéité, de produire, mais savoir mettre le temps de pause pour pouvoir amener de la distance. Question de Yann, est-ce que si on met de vraies lunettes, on est plus empathique? C'est génial cette question. Merci Yann pour cette question. Est-ce que si on met de vraies lunettes, on est plus empathique? J'en sais rien. Voilà. Je ne vais pas faire de discrimination entre les gens qui en portent et les gens qui n'en portent pas. Mais c'est intéressant d'amener l'exercice en se disant si je me mets dans les baskets de quelqu'un d'autre, ça peut modifier. Hop, question de Fanny. Difficile de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Nous avons nos propres filtres et biais. Comment passer outre? Eh bien, il faut se mettre à la place de plusieurs personnes. Donc, certes, lorsqu'on se donne du feedback soi-même, on a ses propres filtres et biais, mais l'exercice de décentrage permet d'augmenter l'esprit critique et en fait, ça va être beaucoup plus simple d'amener de l'amélioration continue sur ce qu'on est en train de produire. Donc, on ne peut pas passer outre tous ces propres filtres et biais. On vit avec nos expériences, avec nos propres lunettes à nous.
Et donc, on ne peut pas passer outre. Le plus important, ça sera dans l'étape 2 derrière, ça va être de confronter à d'autres si on veut avoir le moins possible de filtres et de biais. Et après, j'insiste là-dessus parce que c'est hyper important lorsqu'on est dans des logiques entrepreneuriales, encore plus. C'est hyper important de faire confiance à ses propres filtres et biais aussi parfois parce qu'on vous renverra parfois des choses qui sont totalement négatives et que vous aurez juste à balayer parce que vous voulez faire votre truc et ça vous regarde. Est-ce que j'ai des questions type astuces pour driver, développer l'empathie? Et puis après, je reviendrai sur vos différentes questions très très vite. Les trucs et astuces pour driver, développer l'empathie. On est plus sur des logiques de jeu de rôle, donc ça répond à une question qui est posée par Irène en dessous. Si je me mets à la place d'eux, qu'est-ce qu'ils pourraient penser? Et puis en fait, c'est développer la forme de questionnement. Donc c'est quelles seront les questions que cette personne se pose et qu'est-ce qui est important pour elle. C'est vraiment je dis, le point qui est central. Alors Irène, pour répondre tout de suite à ta question, on peut imaginer de se mettre dans une série de personnages emblématiques, Disney, Charlie Chaplin, Trump, Gandhi. Ma réponse est oui, en exercice créatif. Et après, je serais plutôt tenté de dire que c'est un peu trop poussé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui existe dans les techniques de créativité. Je suis désolé de répondre comme ça, mais un peu mignonne. Ça aide, mais en fait, ça ne dit pas ce qu'on veut vraiment chercher. Mettez-vous déjà dans les baskets de la personne à qui vous adressez quelque chose, parce que c'est ça qui compte. Disney, Charlie Chaplin, Trump ou Gandhi, c'est si vous voulez amener une idée très différente. Et amener déjà une logique de test et d'amélioration continue, amener une forme de sécurité plutôt que d'originalité ou d'extravagance dans ce que vous proposez. Et je prends la dernière question et je réenchaîne. Et c'est Arthur, ça va être de la transition. Récolter et donner des feedbacks en groupe aide-t-il à se faire nos feedbacks en solo? Encourages-tu à recevoir des feedbacks pour pouvoir nous en faire plus efficacement en solo? Oui. C'est-à-dire que plus vous allez vous ouvrir aux autres, plus ça va être simple aussi d'amener une logique de regard critique. C'est-à-dire que vous allez accepter la critique aussi différemment et ça va être beaucoup plus simple de le travailler pour soi-même. Merci pour vos questions. J'enchaîne. Et du coup, avec les autres, en fait, qu'est-ce qui se passe? Avec les autres, en fait, ce qui est important, c'est d'aller chercher la proposition d'amélioration. Lorsqu'on vient présenter quelque chose à une personne tierce, on va lui présenter un objet. Je vais lui présenter ce fabuleux crayon ou ce stylet pour iPad. La personne peut très bien me dire, écoute Gauthier, c'est absolument génial ce stylet, c'est cool, top. Ou la personne peut me dire, écoute, à l'agent Pierre Coff, je crois que ce que tu me proposes, c'est de la merde. Et en fait, le positif et le négatif, ça n'a aucun sens. Le cerveau a un fonctionnement qui est extrêmement binaire, mais plus vous vous reposez sur l'aspect binaire, plus vous y accordez d'importance, moins en fait vous êtes en capacité d'amener des logiques de construction. C'est-à-dire que quand on va chercher du feedback chez les autres, on va chercher une logique de constructif. Lorsque j'ai écrit mon bouquin, il y a des gens qui m'ont dit « Ah tiens, c'est super, c'est cool ». Et en ce moment, je reçois des feedbacks où les gens me disent « Ah, c'est génial, c'est chouette, j'ai eu ça, tiens, ce passage-là, c'est hyper bien ». C'est hyper flatteur, c'est cool. Et il y a des personnes qui disent « Ah, ce passage-là, j'étais moins à l'aise ». Je peux rien en faire. Ce n'est pas le bien et le mal ne sont pas des logiques sont des logiques de mesure, mais ne sont pas des logiques de connaissance ni d'apprentissage. Et vous avez donc une question au niveau de la mesure qui est dans le positif ou le négatif, qui va vous aider à aller chercher de la construction et de l'apprentissage, c'est la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est bien? Pourquoi est-ce que c'est nul? Et à partir de ce moment-là, vous avez, et on y reviendra après, un potentiel pour que le feedback soit constructif. J'insiste, un feedback est une part de vérité, et donc tout feedback n'est pas bon à prendre en compte lorsqu'on vient modifier quelque chose. On pose la question du pourquoi, on récupère de la matière première, et en fait, le pourquoi, c'est tout simplement une manière d'ouvrir et de récolter de la matière. Et donc, ensuite, ça devient plus simple de la trier. Parce que dans le pourquoi ce passage est bien, je vais peut-être entendre des risques ou des suggestions d'amélioration, ou je vais voir quels sont les points positifs hyper intéressants au niveau du livre. Et surtout, ce qui va être intéressant, ça va être le pourquoi autour du négatif. Si on est dans une logique d'amélioration, et si on veut amener du mouvement, on doit comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des refus.
Et c'est essentiel d'aller les creuser. Pourquoi tu n'aimes pas le passage dans ce livre? Pourquoi tu n'aimes pas ce plat? Et là, la personne est en capacité, ensuite, en rebond, de vous proposer une matière première qui va être différente. Elle va pouvoir vous proposer de nouvelles idées, vous pouvoir proposer des suggestions d'amélioration, identifier des risques ou amener de nouvelles hypothèses. Et donc, le retour, quand il est jugé sur une approche positive ou négative, il amène une influence sur l'ego, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire que le livre est génial, c'est flatteur, ça me brosse dans le sens du poil, mais à vrai dire, je dois vous répondre de manière cash, ben, c'est cool, ça me motive, mais ça n'aide pas le projet. Par contre, si je vous dis, j'ai besoin de comprendre pourquoi tu trouves ça bien, ça va aider le projet, je vais voir où est la valeur. Et de la même manière, si j'ai des retours qui sont négatifs, j'ai besoin de savoir pourquoi ils le sont. C'est essentiel d'aller creuser. En fait, ce sont deux niveaux de strates. Et lorsqu'on parle de test ou de feedback, la plupart des gens vous disent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les avantages et les désavantages, les avantages et les inconvénients. Et on est ultra tenté, dans un système binaire, le bien, le mal, le jour, la nuit, de faire une colonne, pardon, de faire un trait avec deux colonnes et de récupérer les feedbacks. Et ça n'a aucun sens. Et du coup, lorsque vous en faites avec d'autres personnes, c'est de votre devoir, et donc là, c'est la deuxième citation choc de la soirée, c'est votre devoir de savoir la fermer pour mieux ouvrir. C'est-à-dire, vous ne devez pas vous battre lorsqu'on vous dit que c'est nul. Vous devez laisser les gens défoncer votre projet. Par contre, vous devez leur demander des explications. Et c'est là où c'est essentiel, c'est de se dire, on met de questions, on met de côté, on met de côté l'aspect binaire positif et négatif qui flatte l'ego ou justement vient le gratter. On accepte ce qui vient et par contre, on se met dans une posture proactive pour aller chercher les explications. Alors, question de Ludovic qui émerge, est-ce qu'on donne spontanément un feedback à l'autre ou on attend qu'il le demande? Alors, je te prends ta question tout de suite. Est-ce qu'on donne spontanément un feedback à l'autre ou on attend qu'il le demande? C'est intéressant de créer les conditions pour que le feedback soit accepté. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas en attente d'un feedback et que tu viens le lui pousser de manière forte et qu'elle n'est pas préparée et qu'elle n'a pas compris qu'on n'est pas dans un système binaire parce que on ne cherche pas à distinguer le positif et le négatif, il ne faut pas le faire de manière spontanée. En fait, la façon dont vous pouvez vous préparer pour donner un feedback, elle est là aussi. Comment? C'est de se dire, OK, Gauthier, j'ai lu ton livre, est-ce qu'on peut se prendre 2 minutes? Je voudrais pouvoir te donner des retours. Et vous attendez que la personne soit en capacité de vous dire oui. On vient chercher la capacité d'accueil de la personne à entendre des choses. Et ensuite, il faut lui amener la logique binaire. Ça, j'ai trouvé ça positif, ça, j'ai trouvé ça négatif. Par contre, je vais t'expliquer pourquoi, pour que ça puisse te servir. Et la personne, en fait, c'est à elle de vous dire si ça lui est utile ou pas d'en recevoir à ce moment-là. C'est plus simple quand une personne vous demande « Tiens, j'ai besoin de recevoir du feedback », elle va tout de suite être dans une posture beaucoup plus ouverte pour l'amener. Par contre, si vous voulez donner spontanément, créer les conditions du feedback, c'est prendre un cocon de 3, 4, 5 minutes avec la personne, se poser, ne pas se mettre en face à face, même sur la posture physique, si ça peut être important pour vous, notamment s'il y a du poids managérial. On ne se met pas face à face sur des logiques de feedback parce que ça amène des logiques de confrontation, de face à face. On se met à côté et on met potentiellement un tableau ou une feuille blanche devant pour noter qu'est-ce qui est intéressant. Merci pour ta question. Et yes, on lui demande si c'est le bon moment. Ça, c'est absolument central. Et j'insiste là-dessus, lorsque vous recevez du feedback, vous devez apprendre à la fermer pour mieux ouvrir. J'insiste là-dessus. Lorsqu'on présente son projet, qu'on reçoit du feedback, c'est hyper important de se taire et de laisser émerger ce qu'en pensent les autres en face. On n'est pas en défense. On n'est pas en défense. Quelqu'un vous fait une proposition, vous montre ce qui est son nouveau projet de boîte et vous faites des retours. Il faut que la personne, elle se sente pas, littéralement, si elle se sent agressée, c'est que elle est encore dans le système binaire, elle n'est pas encore dans la logique d'aller chercher le pourquoi. Elle n'est pas encore dans la logique d'amener la logique de construction, descendre un cran en dessous. Et donc, il faut savoir se taire, parce que lorsque les gens descendent vos projets,
il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont fausses, mais ça demande de la distance. Et j'insiste là-dessus, sur le fait d'amener de l'investigation, d'être mesuré si on veut mieux mesurer, pour pouvoir ensuite plus facilement répondre. Vous me dites si ça vous parle, leur tourne. Et je peux prendre vos questions par rapport au feedback sur du collectif. Laissez 1-2 minutes, c'est en train d'arriver. Quand l'ouvrir, à chaud ou à froid? Alors, la question, elle demanderait peut-être à être contextualisée un tout petit peu. On ne se met pas dans des situations de lorsqu'on vient chercher en fait un feedback et qu'à la rigueur on se fait totalement défoncer, on se met pas dans une posture défensive d'argumentation en disant oui non mais attendez ceci on y a déjà pensé, on a ci, on a ça, ni même d'invention parce que vous avez plein de gens en fait qui viennent répondre par rapport au projet qu'ils sont en train de développer lorsqu'ils prennent une question qui est un peu piège. Ils ont envie tout de suite de répondre ouais on y a pensé, on a ainsi de suite. Il faut dire ok. Merci pour votre feedback. On n'a pas la réponse tout de suite, on vous répondra un peu plus tard. Parfois, il faut l'ouvrir à froid si vous n'avez pas la réponse. Et l'ouvrir, entre guillemets, c'est intéressant de le faire à chaud, mais pour amener un autre point qui est la posture de construction de la personne qui est en face de vous. Si vous vous faites défoncer, c'est hyper important d'amener la personne à lui dire ok, on entend bien ce que vous dites. Par contre, est-ce que vous avez des problématiques à amener? Est-ce que vous avez des solutions à proposer? Et ça, c'est ce qui va devenir central. Comment est-ce que j'amène l'autre à amener de la co-construction? Et donc, vous pouvez demander aux gens en face de vous de pouvoir facilement amener ou proposer des solutions. Alors, je regarde ce qui ressemble à des questions. Alors, quelle proposition pour ne pas froisser les personnes quand on ne retient pas leurs suggestions? Quelle proposition pour ne pas froisser les personnes quand on ne retient pas leurs suggestions? Mais en fait, il faut juste leur dire merci et il faut expliquer que vous allez avancer sur le projet. Quand les personnes font des suggestions, il y a aussi une forme de respect de la personne qui est en train de produire. À moins que ce soit votre boss qui vous fasse une injonction, et là où il y a foncièrement une obligation en fait quasi de production, c'est ultra central en fait de pouvoir amener quelque chose qui va être, comment dire, de pouvoir expliquer que c'est vous qui êtes en train de produire. Vous remerciez les personnes pour leurs suggestions, vous n'êtes pas obligé de tout prendre en compte. C'est-à-dire que par contre, vous avez aussi potentiellement des explications qui expliquent pourquoi, un peu rationnelles et objectives, de pourquoi vous ne prenez pas en remarque les suggestions. Hop, et réponse, est-ce que si les feedbacks et les réponses réamènent d'autres questions? Et ben, tout simplement, dans ce cas-là, on est plutôt dans une logique de continuer à amener le débat. Si ça amène d'autres questions, ce qui est juste important, c'est de pouvoir voir où est la valeur et où va être la co-construction. Ce qui vous intéresse, c'est des pistes d'amélioration de ce que vous proposez, rien d'autre. Et donc, s'il y a d'autres questions qui émergent, c'est plutôt un signe positif parce que les personnes sont intéressées par ce que vous proposez. Mais c'est hyper important de continuer la discussion. Le fait qu'il y ait d'autres questions qui émergent, ça, c'est une preuve d'intérêt. Et donc, maintenant, il faut savoir comment est-ce que vous pouvez aller rendre ça tangible en termes d'apprentissage. Et je prends ta question, Fanny, ensuite j'enchaîne. Comment déceler le feedback qui cherche juste à tuer le projet ou idée dans l'œuf? Comment est-ce qu'on distingue un feedback qui n'est pas donc constructif, mais qui est dans une logique de destruction? On le traite de la même manière que les autres. On vient chercher une explication. Lorsque quelqu'un est en train de défoncer, voire de tuer votre idée, vous lui demandez le pourquoi. Et on demande des logiques de preuve rationnelles. On n'entend pas le parce que je le sens pas. On peut tuer une idée dans l'œuf parce qu'on va vous dire on n'a plus de projet, on n'a plus d'argent, on n'a plus de budget. C'est quelque chose qui peut être potentiellement rationnel. Et du coup, on est dans une logique de se dire bon ok, merci pour votre argumentation, mais on doit vous répondre avec des éléments qui sont tangibles, pas des logiques intangibles par rapport à la logique des feedbacks qui viennent juste tuer le projet ou l'idée dans l'œuf. Et c'est important d'aller chercher des feedbacks qui sont croisés.
N'allez pas voir votre boss qui a l'habitude de tuer des projets pour aller chercher du feedback. Mettez une deuxième ou une troisième personne dans la salle. Et comme ça, vous allez pouvoir croiser des regards et amener un peu plus de puissance. Hop. Les questions sur les postures, je vous les enlève parce qu'on ne teste pas les questions de posture ou comportement, on teste les questions sur les idées et les projets. C'est par rapport à la question de François, la question d'Irène, pourquoi parfois les feedbacks sont trop conventionnels ou liés à des craintes. Que faire? C'est demander aux gens de proposer des solutions. Je réponds tout de suite à ça. Plus vous allez plus vous allez demander aux personnes de venir proposer des solutions, plus ça va être intéressant. Et vous demandez les explications des craintes et des feedbacks trop conventionnels. Parce que le feedback trop conventionnel, c'est si vous jugez un feedback trop conventionnel, c'est que vous n'en avez pas foncièrement l'explication rationnelle. Et après, vous demandez aux personnes de dire « Ok, mais qu'est-ce que vous proposez ?» Et vous les amenez dans une logique de proposition. Et quand on amène les personnes dans des logiques de proposition, on va être sur une approche de co-construction. Et quand les personnes font elles-mêmes un peu partie de la co-construction, elles font partie de la solution. Et du coup, indirectement, vous les piégez parce que la solution, c'est un petit peu la leur. J'avance, messieurs, dames. Je prendrai d'autres questions si on a encore un petit peu le temps. On va tenir jusqu'à 45. Et là, on va aller sur un peu de pratique. Alors, Guillaume, c'est un chouïa compliqué pour moi d'amener un écran par rapport à WhatsApp sur le partage en même temps. Et si, je peux vous l'amener comme ça. Le problème, c'est que vous voyez un peu ma vie privée à côté. Et que c'est pas forcément ce que je recherche à l'heure actuelle. Alors, je vais enregistrer certains éléments. La pratique aurait voulu que je vous fasse dessiner 2-3 choses. Néanmoins, je vais regarder si ça peut fonctionner et de travailler sur ce qu'on va appeler un feedback mapping. Alors, ne bougez pas. La problématique de Zoom dans sa version sur le partage d'écran, c'est que c'est un chouïa plus complexe. Et on va aller chercher ça. Alors, écoutez, je m'excuse, mais ça va être un chouïa compliqué. Et heureusement, on va se mettre sur le tableau blanc de Zoom, que je découvre en même temps que vous. On va prendre ce petit risque. Allez. Hop. Écoutez, je ne vais pas le prendre parce que c'est absolument pas intuitif. Et je vais repartir sur un partage d'écran beaucoup plus simple qui va être ici. Alors, merci pour vos suggestions. C'est un peu plus compliqué de découvrir et de créer votre expérience en même temps. Déjà, merci, vous êtes 40 en ligne à subir ces conditions-là. Ça fait chaud au cœur, sachant qu'on a perdu pas mal de monde en route. En pratique, en fait, qu'est-ce qui est intéressant? Alors, je vais le faire ici. Je vais arrêter le partage. Je vous vois lever la main, mais je ne peux pas vous donner la main comme ça par rapport au fait de pouvoir tenir le timing parce que vous êtes 40 personnes directement en ligne. Donc, je prends vos questions et réponses sur l'onglet questions et réponses. Je ne peux pas aller les prendre ailleurs. Donc, je m'en excuse. Je vois que Patrice a levé la main. J'ai ce signal-là. Si vous prenez une feuille ici, en fait, ce qui va être intéressant pour vous, ça va être de pouvoir aller chercher. Hop, et je reviens là-dessus. C'est d'aller chercher ce qu'on appelle un feedback mapping, c'est-à-dire une cartographie des feedbacks. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est un outil qui est diaboliquement efficace en fait pour pouvoir aller un poil plus vite lorsque vous allez en fait récupérer du feedback. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement, en fait, cette fiche, elle vous permet d'aller voir quelqu'un et vous lui présenter votre projet
Et en fait, vous allez voir assez rapidement qu'il y a votre grille de lecture du positif et du négatif, elle s'active. On n'y peut pas grand-chose. On est habitué à ça, de se dire il y a des choses qui sont positives et il y a des choses qui sont négatives. Et donc, vous allez pouvoir les écouter. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous récupérez du feedback, il y a différentes natures dans le feedback que vous recevez. C'est-à-dire que parfois, je vous présente mon livre, tac, tiens, je présente un autre bouquin qui est le roman d'un ami. Tiens, en plus, ça lui fera de la promo. François, ça s'appelle Agence 42. Si j'ai son livre en main, je vais avoir mes feedbacks qui vont émerger, qui vont dire tiens, j'ai bien aimé ton livre, et donc on peut noter les choses qui sont positives, on peut noter les choses qui sont négatives. Et parfois, en fait, tout simplement, il y a des personnes qui vont dire mais attends, il est plus petit que les autres, c'est pas un problème pour toi? Et là, en fait, ce qui est intéressant dans le fait de récolter le feedback, c'est de se dire que ce que je viens de vous dire, c'est ni quelque chose de positif, ni quelque chose de négatif en tant que tel, mais c'est une question que l'utilisateur se pose, ou potentiellement un risque qu'il est en train de percevoir. Et donc, dans la lecture du feedback que vous recevez, c'est aussi important de comprendre le positif et le négatif avec la question du pourquoi, avoir les explications, mais voir aussi les questions qui émergent chez les personnes en face, et aussi potentiellement les risques qu'ils perçoivent. Mais dis-moi, ton livre, ton troisième tome, là, il est moins épais que les autres. C'est pas une problématique par rapport à tes lecteurs qui vont se dire que tu as fait quelque chose de plus court? Et donc ça, c'est un risque perçu par l'utilisateur. Et parfois, l'utilisateur il va dire, mais moi, la suggestion que j'aurais, ce serait de pouvoir mettre un témoignage au verso. Et là, vous allez avoir des idées ou des suggestions qui émergent. Et en fait, avec ce tableau, qui est tout con, faites une capture écran, si vous voulez, ça reste de l'open source, c'est fait avec les copains de Codesignit. C'est de se dire, vous avez un intérêt dans le feedback à partir du positif-négatif. Demander, mais est-ce que ça comprendre qu'il y a des questions que la personne en face de vous est en train de se poser, comprendre qu'elle est potentiellement en train de percevoir certains risques et noter les idées ou suggestions qu'elle est déjà en train de vous amener. Donc, c'est se déplacer latéralement dans ce document-là pour amener de la richesse parce que ce qui vous intéresse le plus, c'est d'avoir des idées et des suggestions, d'avoir des apprentissages qui vont vous aider plus facilement à aller chercher une deuxième version de ce que vous amenez. Et donc, c'est un déplacement progressif vers le constructif. Et ça marche hyper bien. Plus vous allez le travailler sur ces 5 cases, moi j'ai des modèles parfois qui sont un peu plus robustes, où on va sur du 7 ou 8 cases par rapport à la nature du feedback. C'est l'occasion, on est sur un temps de vulgarisation, ce n'est pas le moment de vous partager un truc trop gros. Sur ces 5 cases-là, ça marche très bien. Et du coup, ça vous permet, vous, de questionner. Ah, tiens, à propos de mon livre, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif? Je vais noter, qu'est-ce que vous avez trouvé de négatif? Est-ce que ça vous pose des questions par rapport à certains éléments? Et là, je peux lister les questions que les différentes personnes peuvent avoir. Est-ce que vous percevez des risques par rapport à la production? Et du coup, je peux aussi même demander aux gens, mais vous aurez des idées ou des suggestions d'amélioration qui vous viennent en tête? Quand vous donnez du feedback, parfois vous êtes en train de donner des idées de suggestions et la personne, en fait, elle est en train de voir ça comme étant quelque chose de négatif. Et c'est là où cet outil a toute sa puissance. Quand quelqu'un vous fait un feedback négatif, il est potentiellement en train de vous donner une idée ou une suggestion. Et en fait, c'est tout con, mais plus vous allez avoir ce filtre-là, de se dire, même quand je me fais défoncer, en fait, on est en train d'essayer de m'apporter de la valeur. Il y a quelque chose qui peut avoir de la valeur sur la façon que je peux d'améliorer ma production. Et ça, c'est un outil que vous pouvez refaire en 2 minutes sur une feuille blanche lorsque vous allez présenter quelque chose. Ne refaites plus jamais, et j'ai pas d'autres mots, ces putains de 2 colonnes positif-négatif. Ça ne sert à rien du tout. Et généralement, on se retrouve avec une colonne négative qui est hyper large. Pourquoi? Parce qu'on a confondu. Dans les négatifs, on a mis des questionnements, on a mis des risques. Et potentiellement, on a même mis des suggestions parce qu'on n'est pas en capacité de les ranger dans une bonne case. Et donc, ne refaites plus quand vous allez chercher du test ou du feedback, ne ramenez pas ça. Ne refaites plus ces 2 putains de colonnes, s'il vous plaît. S'il y a un énorme truc à retenir, partez sur quelque chose qui est beaucoup plus holistique, beaucoup plus large.
pour justement aller chercher des idées de suggestions d'amélioration. Et je continue. Et le plus, c'est le moins. Merci Virginie, je vois ton commentaire. C'est ce qu'on nous a appris à l'école française. Alors, française, je te rassure, absolument partout, parce que c'est extrêmement cognitif. Hein. C'est un réflexe, le plus-moins. Le binaire, ça aide énormément à la compréhension. Mais dans la logique de dynamique et de mouvement d'idées, le plus-moins, ça n'a aucun sens. Et c'est littéralement à foutre à la poubelle. C'est bon pour faire un audit d'une chose, mais si vous voulez plus y toucher, quoi. Parce que si vous voulez que ça continue à vivre, en fait, ben, même le positif et le négatif, il faut pouvoir les faire vivre. Et le positif et le négatif sont toujours contextuels, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui sont positives à certains moments, qui sont négatives à d'autres. Dans le bouquin, je parle de ça en disant tac, tac, tac. Tiens, c'est génial. Le Roundup fait par Monsanto, il y a des gens qui ont trouvé ça positif à une époque parce que ça venait résoudre un problème. Et donc, le positif et le négatif sont que dans des logiques contextuelles. Ce qui est juste important, c'est de se dire comment est-ce que ça doit s'améliorer par rapport au contexte et par rapport aux idées, aux suggestions qui amènent. Vu que le contexte change tout le temps, le test et le feedback deviennent absolument centraux. Et heureusement, j'avais préparé un brouillon de au cas où je ne puisse pas faire un test en live avec l'iPad en scribant. Donc là, vous avez d'autres points qui sont intéressants en termes d'exercice de feedback. Vous allez imaginer que ça a été, ça a été mon backup de dernière minute de au cas où est fait juste avant qu'on puisse démarrer. Le point qui est central ici, vous le considérez comme étant le projet, et vous considérez les carrés comme étant des personnes, des individus, avec des points de vue qui vont être différents. Et ça permet de répondre aussi potentiellement à la question de Yann qui avait émergé, sur est-ce que c'est intéressant d'aller chercher des feedbacks ailleurs chez les inconnus ou non, pour avoir des avis très différents. C'est important de confronter des points de vue qui vont être distincts. Et là, quand je parle de distinct, c'est parfois des individus qui vont avoir des fonctions différentes à l'intérieur d'une entreprise, mais qui vont aussi avoir une forme d'utilité. C'est-à-dire que si vous allez chercher, je vais un peu vite là-dessus, si vous allez chercher le feedback d'un aveugle sur de la peinture, ça n'a pas de sens. Il faut que votre solution, elle ait une utilité. Je m'excuse d'être aussi direct, c'est le premier exemple qui m'est venu. Il faut que ce que vous proposez puisse avoir une utilité, une valeur pour la personne en face de vous. Sinon, en fait, ça n'a aucun sens. Mais par contre, parfois, c'est intéressant d'aller tester des téléphones portables avec des personnes très âgées ou même avec des enfants pour tester, par contre, la simplicité de l'utilisation. Parce que c'est des utilisateurs extrêmes et que ça va vous aider à potentiellement avoir des idées très différentes, mais qui vont pouvoir être assez facilement réutilisables. Et sinon, j'insiste, on peut prendre les feedbacks de 9 personnes qui sont commerciales. Vous avez 9 commerciaux ou commerciales en face de vous. À partir du moment où leurs filtres personnels sont très différents en termes de caractère et de personnalité, les feedbacks que vous allez avoir vont aussi être très intéressants. Et par rapport à ce schéma-là, il y a d'autres points qui sont importants. Vous avez la question des « vous changeriez quoi ?» C'est-à-dire que ça, c'est une question, vous pouvez mettre l'objet au milieu de la table, vous avez 9 personnes et vous leur demandez quelles seraient leurs améliorations. Donc, sur le modèle du feedback mapping, en fait, vous les amenez progressivement sur la partie de droite. Et vous avez, en continuant à m'appuyer sur ce schéma-là, vous avez autre chose en fait qui est intéressant, qui est l'exercice de déformation, sur lequel on a travaillé il y a 2 semaines. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, la déformation, c'est je mets un objet central au milieu de la table et je vais pouvoir amener, avec potentiellement des verbes fonctionnels, amener des pistes d'amélioration. Et donc, on pourrait très bien dire que j'amène le livre là, de mon ami François au milieu de la table et je vais poser des questions aux personnes sur « et vous changeriez quoi ?» Si vous deviez augmenter quelque chose, qu'est-ce que vous augmenteriez? Si vous deviez réduire, si vous deviez supprimer. Et là, du coup, en fait, vous récupérez de la matière créative, mais vous pouvez aussi creuser avec votre question du pourquoi.
Et là, ça va vous donner directement en fait du feedback très constructif parce que vous avez orienté par rapport à différents aspects, les personnes répondent et vous avez ensuite la deuxième vague qui vous permet de creuser. Et là, ben, vous récupérez de la matière première qui a énormément, énormément de valeur. Et j'avais oublié de montrer que j'avais répondu à cette question. Je prends la question de Mino. Peut-on demander un feedback à quelqu'un qui était la cible avant et qui ne l'est plus? Exemple, produit pour des cuisiniers, demande de feedback à un ancien cuisinier. Oui. Alors, à partir du moment où les personnes ont eu en commun le métier de cuisinier, il y aura un filtre de lecture qui sera potentiellement identique. Donc, à partir du moment où il y a une forme de connaissance minime de ce qui est proposé, la personne est en capacité de donner un feedback. Mais parfois, en fonction de ce que vous proposez, c'est même intéressant de montrer ce que vous faites à quelqu'un qui est totalement naïf. Moi, un de mes grands conseils que j'ai auprès des organisations, c'est de ne pas aller chercher du feedback d'experts, parce que l'expert est un sachant qui se base sur ce qu'il sait plutôt que sur ce qu'il expérimente parfois. Et donc là, vous avez des biais de nouveau qui sont très forts. Moi, j'appelle ça le biais de tunnel, c'est-à-dire que les personnes sont enfermées par rapport à des certitudes. Et pour revenir sur le conseil, c'est parfois d'aller chercher des personnes qui ont une connaissance minime et faible en fait du secteur de l'entreprise et de son activité, mais qui vont être en capacité d'avoir un regard critique. Et généralement, les bonnes matières premières là-dessus, et je parle de matières premières sans être méchant là-dessus, ce sont les stagiaires. C'est un regard qui peut être un peu naïf, un peu nouveau. Ils ont les bases de connaissances et du coup, en fait, ils sont en capacité d'avoir des points de vue qui sont un peu plus larges et un peu plus déconnectés du système traditionnel de l'entreprise. Mais on peut demander un feedback à quelqu'un qui était la cible avant et qui ne l'est plus après. C'est important et même je vais vous montrer moi ce que j'ai fait par rapport au livre. Et Guillaume, tu peux continuer à mettre tes éléments sur WhatsApp. Je vais trouver un moyen derrière de les récupérer pour pouvoir les montrer à tout le monde en guise de conclusion. Et pour illustrer ça, je voulais vous parler en fait de qu'est-ce qui a été vécu autour du livre. En fait, c'est plus une expérience personnelle et je prends 2 minutes. Le livre, j'en parle à la fin pour expliquer le cheminement en fait de l'idée à sa réalisation. À la toute fin du livre, il y a tout le storytelling de comment est-ce que le bouquin a évolué. Mais il y a eu d'abord le test du concept de bouquin. Pourquoi un bouquin plus qu'autre chose? Il y a eu un test de 5 à 6 plans. Alors, l'avis sur de l'autocritique hyper fort. Vous relisez votre propre plan. Le premier que j'ai pondu, j'ai clairement dit il est pourri, c'est conventionnel, ça ressemble absolument à tous les autres bouquins et je suis piégé par rapport à tout ce qui est des logiques de technique. Et ça avance petit à petit. Et puis petit à petit, vous allez ouvrir. J'ai ouvert le livre. J'ai testé les plans auprès d'autres personnes, auprès de ma nièce de 15 ans pour savoir qu'est-ce que tu piges, qu'est-ce que ça veut dire chez toi, auprès de personnes qui exercent mon métier. Et je récupère du feedback et on apprend. Et puis petit à petit, c'est ce qui est hyper important, c'est il faut continuer à être dans une exploration en termes de production par rapport aux idées pour que d'autres idées puissent émerger. On en parlait un petit peu il y a 2 semaines. On est obligé d'être dans une approche de construction et de se maintenir dans la boucle si on veut que d'autres idées émergent. Ensuite, il y a eu un test de premier jet de 40 pages sur mon cobaye. Et mon cobaye initial, c'était mon frère aîné, Guillaume. 18 ans de plus, qui se juge absolument pas créatif, et c'est un travail de vulgarisation chez lui. Je fais une micro-parenthèse là-dessus, parce que c'est important, et parce que je vais vous envoyer derrière le lien l'adresse. Et là, je me demanderai peut-être un petit coup de main à Marielle, qui je sais suit le webinaire, si elle peut aller chercher ça. C'est l'article sur le site internet à propos du collier de nouilles. Le principe du collier de nouilles, le syndrome du collier de nouilles, c'est lorsque vous faites quelque chose qui est très personnel, vous avez une tendance à aller le montrer à des personnes qui vous aiment bien, parce que vous n'avez pas envie de vous faire bâcher. Et donc, je m'étais dit, j'ai mon cobaye type, je sais que c'est cette personne-là qui va potentiellement lire mon livre, seulement il s'agissait d'un de mes frères. Et donc, on a mis, pour éviter le syndrome du collier de nouilles, on a mis tout un protocole de comment est-ce qu'il devait littéralement défoncer le livre. Tu me déboîtes tout dès que ça t'embête. Dès que ça gratte, tu le dis, tu soulignes en rouge et tu m'expliques pourquoi et on en rediscute. Mais c'était que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et je l'ai mis dans les conditions de dire, tu vas me déboîter le livre
Et après, on parlera des points qui sont positifs. Merci beaucoup pour le partage du lien. Et ensuite, l'été dernier, il y a eu un test au prix de 6 lecteurs qui étaient très différents. Donc, il y avait une enseignante prof d'espagnol de la trentaine, une prof de musique à la retraite, il y avait une personne manager dans marketing sur Paris. J'ai ma nièce de 16 ans qui passait le bac de français. J'ai eu quelqu'un qui exerçait mon métier, j'ai eu un blogueur. Et je leur ai envoyé tout le livre avec le code couleur qui correspond au feedback mapping. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Merci de me mentionner pourquoi. Est-ce que vous avez des idées de suggestions ou d'amélioration? Quelles sont les questions que ça vous pose? Est-ce que vous percevez un risque dans la lecture? Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Et ensuite, derrière, encore du test et du feedback, et on continue, 5 itérations différentes avec Duno, des heures de travail, d'aller chercher la coquille, la faute. Et donc, plus vous avancez dans la logique de test et feedback, plus vous vous rapprochez des 100%. Mais grosso modo, les 20% sont ceux qui parfois vont être les plus pénibles à aller chercher. Donc, plus vous amenez de la souplesse en fait, dans le fait de produire et d'amener des idées et d'aller tester plus vite, auprès d'autres personnes, plus vite en fait votre projet émerge et garde une forme de dynamique qui est créative. Si vous dédiez une journée sur un projet, admettons demain, et que vous réouvrez la page dans 3 semaines en reprenant les feedbacks que vous avez reçus, c'est fort à parier qu'en fait la dynamique de progression que vous allez avoir dans le fait de pouvoir proposer des idées et les mettre assez rapidement en mouvement pour amener aussi de la créativité, elle va être très très faible. Et je prends une dernière question, ce que je trouve bien chouette. Merci pour cette question, Irène. Et puis après, c'est important de finir de finir avant d'aller applaudir au balcon, au jardin ou depuis votre fenêtre. Avec le contexte actuel, que penses-tu des feedbacks? Risque-t-il d'être plutôt sécuritaire? Alors, je dirais qu'il y a certains feedbacks qui vont être très binaires, où il y a certains projets qui vont se faire défoncer en interne dans les entreprises, mais il faudra aller chercher les raisons rationnelles. Et généralement, ben, là en ce moment, ça va être ben, on n'a plus de budget, qui est un feedback, mais qui est l'explication d'un feedback. Je pense que les personnes qui vont aujourd'hui mieux maîtriser ces mécaniques de test et de feedback en termes d'itération sont celles qui vont mieux rebondir à la crise. Pourquoi? Parce qu'il y a foncièrement des nouveaux projets qui vont émerger. Que le terreau ne sera pas forcément favorable, mais ça sera hyper important d'aller chercher en fait de la matière première pour pouvoir itérer plus vite. Et je ne pense pas que les feedbacks soient foncièrement sécuritaires. C'est-à-dire, je pense qu'il y aura peut-être plus de feedback, je dirais, négatif. Pourquoi? Parce que les gens voient une période avec un prisme qui est aussi un peu plus négatif. Mais ça reste dans les mains en fait de la personne qui présente son projet que de transformer quelque chose de négatif en constructif. C'est ça qui est ultra central dans la démarche. C'est ce qui va être absolument central. Je reprends la question, Gérald. Est-ce que le danger, c'est pas le mimétisme? Est-ce que le danger, c'est pas le mimétisme? J'adore cette question. Merci beaucoup. Est-ce que le danger, c'est pas le mimétisme? Le danger, c'est de faire un peu comme les autres. Alors, ce sera peut-être l'occasion d'en reparler dans 2 semaines. Je n'ai pas encore la thématique du webinaire. Il y a du danger en fait à travailler sur du copier-coller. Dans le processus créatif, ce qui est intéressant, ce n'est pas le copier-coller, mais c'est le copier déformé. C'est-à-dire comment est-ce qu'on réadapte chez soi d'autres choses. Le danger, c'est le mimétisme par gain de temps, c'est-à-dire que j'ai vu qu'un tel a fait ci, donc je vais répliquer exactement la même chose. Et je dirais que le danger aujourd'hui, il est plutôt de ne pas aller chercher le constructif. C'est-à-dire que la logique binaire du plus et du moins, en ce moment, elle est extrêmement poussée par tout ce qui est vecteur d'actualité. Et donc, en fait, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on va aller chercher des nouvelles idées et suggestions par rapport aux logiques négatives et positives en fait, qui nous sont envoyées. C'est-à-dire que les signaux négatifs que vous allez chercher chez un BFM, si vous vous posez la question du pourquoi de l'explication de tel phénomène, vous êtes déjà dans une logique d'amélioration parce que vous allez chercher une matière première qui va potentiellement vous amener des idées ou des suggestions. Alors, on va être sur une période hyper intéressante en termes de créativité par rapport à l'observation de signaux faibles. C'était le point dans la dernière newsletter.
il va falloir faire face, mettre le bruit de côté pour qu'on aille plus facilement avoir accès à des idées qui sont un petit peu émergentes et ensuite pouvoir leur donner du poids. Mais je ne pense pas que le danger soit le mimétisme. Je dirais que le danger, ça va être de se taire et de ne pas aller chercher la co-construction. Je pense que le danger, il est plutôt là par rapport à tous les processus créatifs. Est-ce que le lien ne fonctionne pas? Il faut le copier-coller. Je crois qu'il y a un projet, il y a une problématique qui arrive là-dessus sur Zoom. Donc, je vous le renverrai de toute manière dans le mail qui pourra repartir. Est-ce que je envoie les slides de présentation? À ce stade, ce n'est pas foncièrement d'actualité, je m'en excuse, mais parce qu'elles ne sont pas foncièrement clean, pas du niveau professionnel sur lequel j'ai l'habitude de bosser, parce que là, c'est plus quelque chose qu'on a entre nous. Donc, je préfère ne pas foncièrement vous les partager, mais vous pouvez me réécrire en direct s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir, ou s'il y a un point qui est important pour vous, vous m'envoyez un email, ce sera plus rapide. Il est 54, je m'excuse. J'ai vu tous les dessins de Guillaume à côté, c'est juste top. Ça me frustre de mon côté de ne pas avoir pu aller aussi loin que possible par rapport à ça. Par rapport au fait de pouvoir les récupérer. À ce stade, qui peut voir les dessins de Guillaume? Il y a que moi, donc c'est pour ça que je m'en excuse, parce que ça me prend un peu de temps pour pouvoir les amener. Et à titre d'exemple, j'en ai certains qui commencent à arriver, donc je vous les mets tout de suite sur l'écran. Est-ce que vous les voyez? Ouais, quelqu'un peut me dire oui? Très rapidement. Ouais, et donc voilà, je vais vous en pousser certains qui émergent. Guillaume, c'est absolument top. Je suis absolument désolé que tu n'aies pas pu aussi t'exprimer à l'oral, parce qu'on a pris l'habitude de le faire, que tu puisses expliquer les dessins. Mais on reviendra là-dessus. Mais c'est absolument canon. Je vous en mets quelques autres qui émergent et vous pourrez les recevoir. Hein, c'est trop bien. Et je vous souhaite surtout une belle soirée. Merci d'avoir été là. Il est temps d'aller au balcon. Je remets une petite musique de fin. Et puis, j'espère que ça aura pu être profitable pour vous, malgré le fait que l'expérience a été mise un petit peu de côté. Et je vous dis à très vite et on réavance sûrement à dans 2 semaines. Ciao! Et on va partir sur une musique un peu plus punchy que celle-ci. Huge! À dans 2 semaines à tous. Yes. Merci pour vos feedbacks, c'est cool. Et il y a quelque chose qui se trame dont je vous parlerai très bientôt, soit par mail, soit sur le prochain webinaire. Et potentiellement donc un programme pour travailler sa résolution de problèmes. Donc, merci pour vos commentaires dans le chat, c'est cool. C'est cool si ça a pu être inspirant ou surtout vous amener des points ou des postures intéressantes. On continue là-dessus. On va faire des choses intéressantes et je vous remercie. C'est une petite communauté qui est en train de naître, donc c'est cool. Et Virginie, j'ai vu ta question. Je demanderai à avoir les commentaires de Guillaume. Et ouais, mettez des feedbacks positifs et ça m'intéresse après de pouvoir récupérer vos feedbacks constructifs. C'est toujours ça qui est intéressant. Merci Yann pour ta présence ce soir. Et dans 3 minutes, je vous invite à pouvoir aller à vos balcons, à applaudir les personnes qui sont en première ligne. C'est toujours important parce que nous, là, on est tranquille chez nous à la cool. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je remercie votre capacité de rebond. C'était top de pouvoir réussir à récupérer du monde.
Et pour la musique, petit hip-hop, le timing est bon. Ciao à tous, c'est cool. Et on continue dans 2 semaines. On verra après, on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe après le confinement. Ah si, les applaudissements dans la Genève sont à 21h. C'est un petit peu d'avance, c'est tranquille. Et moi je suis en pleine campagne et on a pris pour rituel d'applaudir tranquillement dans le petit hameau de maison dans lequel je suis. Ça continuera après le déconfinement. On va regarder, ce sera peut-être un format tourné sur de la pratique. Parce que j'ai des envies de tester un programme autour de comment est-ce qu'on travaille les gestes créatifs et de résolution de problèmes à l'échelle individuelle. Et moi, je pars du principe que des personnes qui sont sur le webinaire seront des personnes qui auront accès au test. Donc maintenant que je l'ai dit, je vais m'engager à le faire. Et du coup, c'est bien noté, Agnès. Et voilà, je vais regarder pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui puisse amener de la vulgarisation en complément du bouquin. Le bouquin, c'est un premier filtre de lecture pour pouvoir comprendre la matière première des idées, comment est-ce que ça fonctionne, les différentes postures. On en parle un petit peu sur les webinaires. Et après, ça va être de mixer par rapport à ce qu'on a fait il y a 2 semaines, de pouvoir aller en fait sur l'exercice pratique aussi. Et après, voilà, si ça, il y a une logique d'impact. Si ça fonctionne bien chez les personnes qui testeront, et ben on pourra aller un peu plus loin. Je ferme dans 30 secondes, vous êtes encore 14 connectés en ligne. Et je vous remercie. Je vais mettre une petite musique que j'aime bien de ce côté-ci. Et ça conclut. Ciao à tous. C'est Vulspec en musique. À très vite et bonne soirée.